Salut Reddit, je m'appelle Jake, j'ai 32 ans, je suis financièrement stable, et, jusqu'à récemment, je menais une vie plutôt paisible. Mais ça, c'était avant que mes parents ne décident que j'étais leur plan de retraite personnel. Laissez-moi vous brosser le tableau de ma famille. Ma mère est la reine absolue de ceux qui croient que tout leur est dû. Elle pense sincèrement que me donner la vie a été le meilleur investissement de son existence, et qu'un jour, j'allais lui rapporter le gros lot. Mon père, lui, ne fait que suivre le mouvement. Si ma mère dit quelque chose, il hoche la tête et acquiesce. Son processus de prise de décision se résume à 3 étapes. Demander à ma mère, faire ce qu'elle dit, puis prétendre que c'était son idée. Et puis, il y a Émilie, ma sœur, aînée, l'enfant, gâté. Si le favoritisme avait un visage, ce serait le sien, probablement sur un portrait au cadre doré, trônant au-dessus de la cheminée de mes parents. Elle n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. Si elle voulait quelque chose, cela apparaissait comme par magie. Pendant ce temps, moi, je devais gagner mon propre argent, dès l'âge de 6 ans, alors que mes parents trouvaient toujours des excuses pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient m'aider en rien. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel de ma mère. Rien que ça, c'était suspect, car elle n'appelle jamais sauf si elle a besoin de quelque chose. Je décroche, et la première chose qu'elle dit est: « Comment va mon fils préféré ?» Immédiatement, je sais que quelque chose se trame. Je lui réponds: « Je suis ton fils unique. » Elle rit comme si je venais de faire la blague la plus drôle du monde et enchaîne: « C'est pour ça qu'on doit avoir une petite discussion. Ton père et moi vieillissons, et on pense qu'il est temps de prendre notre retraite, tu sais, de nous poser, de profiter un peu de la vie. » Je lui réponds que c'est super, tant mieux pour eux. Puis, elle lâche la bombe. Elle me dit: « On pensait que tu pourrais nous aider financièrement. » Au début, je crois avoir mal entendu. Je lui demande de répéter, et elle le redit, cette fois avec un ton si naturel, comme si c'était l'évidence même. Je lui fais remarquer: « Vous avez tous les deux 55 ans. » Mon père intervient alors et dit qu'ils ont travaillé dur toute leur vie, et que c'est maintenant à mon tour de m'occuper d'eux. Il ajoute que la famille s'entraide. Cette formule magique, venant de la même famille qui a oublié mon anniversaire 3 ans d'affilée, je leur demande s'ils en ont parlé à Émilie. À la seconde même où je prononce son nom, ma mère se met sur la défensive. Elle me dit qu'Émilie a sa propre vie à mener, qu'elle est occupée et que, contrairement à moi, elle a des responsabilités. Je cligne des yeux plusieurs fois, me demandant si je ne suis pas dans une réalité alternative. Émilie, qui n'a jamais eu de vrai travail, a des responsabilités, alors que moi, je gère ma propre entreprise, je paie mes propres factures, et, par je ne sais quel moyen, j'ai de l'argent de côté. Je prends une grande inspiration, et je leur dis: « Non. » Silence radio. Puis la voix de ma mère se fait tranchante. « Pardon. » Je le répète: « Non. Je ne vais pas payer pour votre retraite. Vous avez eu des décennies pour économiser de l'argent, mais au lieu de ça, vous avez tout dépensé pour Émilie, pour couvrir ses mauvaises décisions. Ce n'est pas mon problème. » C'est là que ma mère pète un câble. Elle commence à hurler à quel point je suis ingrat, à quel point ils ont tant sacrifié pour moi, et que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans eux. Mon père intervient en disant: « On t'a tout donné. » Je leur demande de nommer un seul sacrifice, juste un seul. Ma mère bafouille, puis finit par hurler: « Émilie ne nous abandonnerait jamais comme ça. » Et c'est là que je commence à rire, parce que je sais quelque chose qu'ils ignorent: Émilie s'en fiche complètement d'eux. Elle ne les aidera pas. Elle ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Je raccroche. Quelques mois passent. La vie est belle. Je pense que cette histoire est derrière moi. Puis, un soir, on frappe à ma porte. J'ouvre. Et ils sont là. Mes parents, valise à la main. Leur sourire arrogant s'efface en voyant mon visage. Ma mère s'éclaircit la gorge. On doit parler. Je croise les bras. Non, pas vraiment. Mais ils avancent déjà, s'attendant à ce que je les laisse entrer. Et c'est là que je réalise: ils ne veulent pas seulement de l'argent, ils veulent emménager chez moi. Je ne bouge pas. Je ne les invite pas à entrer. Au lieu de cela, je reste plantée là, les bras croisés, fixant les 2 personnes qui étaient mes parents, avant de décider que j'étais leur distributeur automatique personnel. Ma mère est la première à briser ce silence pesant. Elle prend cette voix faussement douce qu'elle utilise toujours quand elle veut obtenir quelque chose. « On était dans le quartier, » dit-elle, comme s'il lui arrivait souvent de traîner 2 énormes valises dans ma rue par hasard. Mon père hoche la tête,
suivant manifestement le scénario qu'ils ont préparé dans la voiture, et puis bon, on s'est dit qu'on allait passer pour faire une petite visite. Je jette un nouveau coup d'œil aux valises. Vous apportez d'habitude toute votre garde-robe pour vos petites visites? Le sourire de ma mère se crispe, c'est justement de ça qu'on doit parler. Je sais déjà très bien où elle veut en venir, mais je la laisse continuer. Elle soupire de manière dramatique, comme si elle portait toute la misère du monde sur ses épaules, ton père et moi. Nous avons rencontré des difficultés financières. Nous avons eu des dépenses imprévues. Je lui coupe la parole. Émilie avait encore besoin d'argent, n'est-ce pas? Leur silence est la seule réponse dont j'ai besoin. Je ris en secouant la tête. C'est franchement incroyable. Ils ont passé leur vie entière à se plier en quatre pour ma sœur, à couvrir ses bêtises, à payer ses factures, à lui trouver excuse sur excuse. Et maintenant, après tout ça, les voilà ruinés, sans abri, plantés sur mon pas de porte, à attendre que je nettoie leur bazar. Mon père s'éclaircit la gorge, tentant de reprendre le contrôle de la conversation. Écoute, mon fils, ne parlons pas d'Émilie. C'est une histoire de famille. On a besoin d'un endroit où loger pendant un petit moment, juste le temps de nous remettre sur pied. Je hausse un sourcil, définis un petit moment. Ma mère agite la main d'un air détaché. Oh, tu sais, quelques mois, peut être un an. Je manque de m'étouffer, un an. Je recule d'un pas, bloquant toujours l'entrée. Non. Le visage de ma mère se durcit. Comment ça, non? Je veux dire exactement ce que j'ai dit, non. Vous avez fait vos choix. Vous avez dépensé votre argent. Vous avez refusé de responsabiliser Émilie, et maintenant que cela se retourne contre vous, vous voulez m'en faire subir les conséquences? Il n'en est pas question. La fausse patience de ma mère vole en éclats, sa voix devient suraiguë. Alors, tu vas juste nous abandonner? Tes propres parents? Je la fixe du regard, comme vous m'avez abandonné à chaque fois qu'Émilie avait besoin de quelque chose. Celle-là fait mouche. La bouche de ma mère s'ouvre et se ferme comme un poisson hors de l'eau. Mon père tente une autre approche. Il soupire lourdement, secouant la tête comme s'il était déçu de moi. On t'a mieux élevé que ça. Je lâche un petit rire. Non, pas vraiment. Et c'est là que l'explosion se produit. Ma mère se met à hurler à plein poumon, un cri digne d'une banshee. Sale petit ingrat. Après tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a nourri, on t'a habillé, on t'a. Elle crie si fort que la lumière du porche d'en face s'allume. Un voisin passe la tête par la fenêtre. Et c'est à ce moment-là que j'ai une idée véritablement machiavélique. Je recule d'un pas, non pas pour les laisser entrer, mais pour attraper quelque chose, mon téléphone. Je le déverrouille, tapote l'écran à quelques reprises et le brandis. Continuez, dis-je, c'est une excellente vidéo. Ma mère se fige en plein milieu de sa diatribe. Mon père se raidit. Je souris. Je pense que je vais envoyer ça à Émilie. Voyons ce qu'elle pense de votre petite visite. Et c'est là que tout change. Pour la première fois depuis qu'ils sont arrivés, mes parents ont l'air vraiment nerveux. Les yeux de ma mère font des allers-retours entre moi et mon téléphone. Tu n'oserais pas. Je grimace avec ironie. Pourquoi pas? Vous avez dit qu'Émilie ne vous abandonnerait jamais. Je suis sûre qu'elle adorerait entendre parler de tout ça. Peut-être même qu'elle vous invitera à loger chez elle. Silence. Un silence épais, étouffant. Mon père remue, mal à l'aise, évitant mon regard. La mâchoire de ma mère se crispe si fort que je pense qu'elle va se casser une dent. Et c'est à cet instant précis que je réalise, ils ont déjà essayé. Émilie adore et déjà dû les rejeter. L'enfant chéri, leur fille parfaite, celle qu'ils ont passé leur vie entière à vénérer. Elle a dû leur claquer la porte au nez, les laissant dehors dans le froid. Et soudain, je suis devenue le plan B. Mon sourire narquois s'élargit. Oh mon Dieu, elle vous a rejeté, n'est-ce pas? Le visage de ma mère devient rouge pivoine. Ça ne te regarde pas. Je ris. Je me plie littéralement en deux de rire, parce que c'est tout simplement trop beau. Alors, laissez-moi récapituler. Vous avez passé des décennies à vous plier en quatre pour Émilie, à la traiter comme une reine, à nettoyer absolument toutes les bêtises qu'elle faisait. Vous m'avez ignoré, me faisant bien comprendre que je n'étais qu'un second choix après coup. Et maintenant, à la seconde même où vous avez réellement besoin d'aide, elle ne décroche même pas son téléphone. Ma mère me fustige du regard, les narines frémissantes. Tu ne comprends pas. J'essuie une fausse larme du coin de l'œil. Si, je ne comprends que trop bien. Vous avez tout misé sur le mauvais cheval, et maintenant vous voulez que je répare les pots cassés. Je désigne le trottoir d'un geste de la main. Descendez de mon Porsche.
Mon père prend enfin la parole, la voix désespérée. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Je hausse les épaules. Ce n'est pas mon problème. Ma mère laisse échapper un soupir tremblant, comme si elle essayait de contenir une autre crise de rage. Puis, elle abat sa dernière carte, la culpabilisation. Sa voix s'adoucit. Chérie, nous sommes tes parents. Nous sommes une famille. Je penche la tête. C'est marrant comme vous ne vous en souvenez que lorsque vous avez besoin de quelque chose. Son visage se crispe en une grimace hideuse. Tu le regretteras. Je souris. Moi, je planifie l'avenir, contrairement à vous. Ma mère a l'air sur le point de piquer une autre crise, mais mon père pose une main sur son bras. Il a abandonné. Il sait qu'il n'y a rien à gagner ici. Ils font demi-tour, traînant leurs valises derrière eux. Alors qu'ils disparaissent dans la nuit, je ne peux m'empêcher de me demander, où vont-ils aller maintenant? Parce que c'est une certitude, Émilie ne leur ouvrira pas sa porte. Quant à moi, je vais dormir comme un bébé. Je les regarde descendre de mon Porsche en trébuchant, traînant leurs lourdes valises derrière eux comme le poids de toutes les mauvaises décisions qu'ils ont prises dans leur vie. Le lampadaire projette de longues ombres alors qu'ils se traînent vers le trottoir, ma mère marmonnant de rage entre ses dents, tandis que mon père marche lourdement à ses côtés en silence. Je devrais rentrer. Je devrais fermer la porte et passer à autre chose. Mais je ne le fais pas. Je reste là, les bras croisés, à les regarder galérer, car pour la première fois de ma vie, ce sont eux qui doivent faire face aux conséquences de leurs propres actes. Et bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien. Soudain, ma mère s'arrête net. Elle se retourne brusquement, le visage déformé par la rage. Tu nous es redevable. On t'a tout donné. Je m'appuie contre le cadre de la porte, impassible. Tout. Vous avez tout donné à Émilie. Je n'ai eu droit qu'aux miettes qui restaient. Elle ricane. Ce n'est pas vrai. Je lâche un rire amer et sans joie. Ah oui? Faisons un peu de calcul, si tu veux bien. Je lève un doigt. Combien avez-vous payé pour les études universitaires d'Émilie? Silence. Je lève un deuxième doigt. Combien avez-vous donné à Émilie, quand elle ne pouvait pas payer son loyer, parce qu'elle avait dilapidé tout son argent, dans un projet d'entreprise, qui a coulé en 2 mois? Toujours rien. Je lève un troisième doigt. Combien de fois l'avez-vous renflouée, quand elle a dépassé le plafond de ses cartes de crédit, quand elle a accidenté sa voiture, quand elle vous appelait en pleurant parce qu'elle ne savait pas où tout son argent était passé? Le visage de ma mère devient de plus en plus rouge. Je lève un quatrième doigt. Et maintenant, dites-moi exactement combien vous m'avez donné, quand j'ai demandé de l'aide, pour mes propres frais, de scolarité, universitaire. Ah, attends, je m'en souviens. Vous m'avez dit de me débrouiller tout seul, parce qu'Émilie en avait plus besoin. Ma mère me foudroie du regard, bouillonnant intérieurement, mais elle ne nie pas. Elle ne peut pas nier, car c'est la pure vérité. Mon père remue, mal à l'aise, souhaitant probablement pouvoir se fondre dans le bitume. Je secoue la tête, dégoûtée. Vous l'avez choisi à chaque fois, et maintenant elle ne daigne même pas décrocher ce foutu téléphone quand vous avez besoin d'aide. Ce n'est pas ma faute, c'est la vôtre. Ma mère tremble de fureur. On a fait ce qu'il y avait de mieux pour notre famille. Je plisse les yeux. Non, vous avez fait ce qu'il y avait de mieux pour Émilie. Elle laisse échapper un son étranglé, comme si elle était sur le point d'exploser à nouveau, mais mon père lui attrape soudainement le bras, et murmure quelque chose à voix basse, trop basse pour que je l'entende. Il n'en peut plus. Il veut juste partir. Elle dégage son bras d'un coup sec, mais après un instant, elle se retourne et s'en va en tempêtant, traînant sa valise comme si celle-ci l'avait personnellement insultée. Mon père la suit, les épaules affaissées, et ils finissent par disparaître au coin de la rue. Je relâche mon souffle, sans même avoir réalisé que je le retenais. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Plus de culpabilité, plus d'attente, plus besoin d'être le plan de secours. Je rentre à l'intérieur et verrouille la porte. Mais au moment même où je me détourne, mon téléphone vibre dans ma main. Un message d'Émilie. Et quand je l'ouvre, mon estomac se noue. Maman vient de m'appeler, elle est furieuse. Elle dit que tu les as humiliés et laissés à la rue. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Une idée. Je fixe le message. Un étrange mélange d'amusement et d'effroi m'envahissant. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Je regarde fixement le SMS d'Émilie, l'estomac noué. Une idée. Ce n'est jamais bon signe. Les idées d'Émilie sont généralement synonymes d'ennui pour tout le monde, sauf pour elle. Avant même que je ne puisse taper une réponse, mon téléphone vibre à nouveau. Appelle-moi, on doit parler. Je lève les yeux au ciel.
Évidemment. Pourquoi envoyer un texto quand elle peut plutôt me couper la parole de vive voix? Pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'être curieux. Je soupire, lance l'appel, et porte le téléphone à mon oreille. Elle décroche immédiatement. Wow, donc tu as vraiment mis papa et maman dehors? C'est quand même un peu brutal, tu ne penses pas? Je ricane. Oh, ne commence pas. Ils ont débarqué chez moi en exigeant que je m'occupe d'eux. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Émilie soupire de manière théâtrale, comme si cette conversation l'épuisait déjà. Je ne sais pas. Peut-être ne pas jeter nos parents à la rue? Ça me paraît être une option plutôt solide. Ma prise se resserre sur le téléphone. C'est drôle, tu n'étais pas si inquiète quand tu les as éconduits. Silence. Je souris avec suffisance. Ouais, ils ne me l'ont pas dit, mais j'ai deviné. Tu étais leur premier choix, n'est-ce pas? Ils sont d'abord allés ramper chez toi, et tu leur as fermé la porte au nez. Et maintenant, tu es fâché que j'ai fait exactement la même chose? Émilie laisse échapper un petit rire, mais on sent de la tension. Oh, s'il te plaît, tu sais comment c'est. J'ai des tas de choses à gérer, une vie sociale, une carrière, des responsabilités. Je ne peux pas tout laisser tomber pour jouer les babysitters avec deux baby-boomers incapables de gérer leur argent. Je hausse un sourcil. Et moi, je peux. Il y a un silence, puis elle soupire, comme si j'étais déraisonnable. Bah oui, tu as toujours été le plus responsable. Celui qui est doué pour gérer ce genre de choses. Tu es indépendant, intelligent, tu planifies les choses, tu peux t'en charger. Je manque de rire aux éclats, donc, si je comprends bien, tu as pu jouer les enfants gâtés et irresponsables toute ta vie, et maintenant que nos parents ont besoin d'aide, tu pars du principe que je devrais m'en occuper sous prétexte qu'on m'a forcé à être le responsable? Émilie chantonne d'un air pensif. Bah oui, ça me paraît plutôt juste. Je secoue la tête, abasourdie. Eh bien, tu n'essaies même pas de le cacher, n'est-ce pas? Elle glousse. Pourquoi je le cacherais? C'est juste l'ordre naturel des choses. Enfin, s'il te plaît, ils m'aiment. Ils m'ont toujours aimé, tu le sais bien. Ils n'allaient jamais me demander de faire le sale boulot. Tu es là pour ça. Ma mâchoire se crispe. Alors pourquoi tu m'appelles? Elle claque de la langue. Parce que tu es ridicule. Écoute, je comprends. Tu es en colère. Tu veux marquer le coup. Mais sois honnête, tu ne te sens pas ne serait-ce qu'un peu coupable de les laisser dehors comme ça? Ils sont vieux, ils sont stressés, c'est la famille. Et soyons réalistes, tu as largement les moyens de les héberger un moment. Ta maison est bien plus grande que la mienne, tu as de la place. Je souffle lentement, tu sais ce qui est drôle. S'ils m'avaient simplement demandé de l'aide, s'ils étaient venus me voir comme des êtres humains normaux au lieu d'exiger d'entrer et de me culpabiliser, j'aurais être sérieusement envisagé de le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, te voilà à me faire passer pour le méchant, parce que je refuse de nettoyer tes propres bêtises. Émilie soupire comme si j'étais un enfant qui ne comprenait rien. Écoute, je sais qu'ils peuvent être difficiles à vivre, mais ce sont nos parents. Et un jour, tu vas regretter de les avoir traités ainsi. Je secoue la tête. Non. Ce sont eux qui vont regretter de m'avoir traité de la sorte. Émilie reste silencieuse un instant, puis laisse échapper un petit rire amusé. Tu ne vas vraiment pas céder, hein? Passe donc Paul, disiez. Elle réplique. Waouh, glacial. Je lui lance. C'est toi qui dis ça? Elle ricane. D'accord, très bien, fais comme tu veux. Mais ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Me prévenir? Je fronce les sourcils. Me prévenir de quoi? Mais elle a déjà raccroché. Je fixe mon téléphone, un étrange sentiment de malaise m'envahissant. Car si je connais bien Émilie, elle n'est pas du genre à laisser tomber. Et quelque chose me dit qu'elle s'apprête à rendre les choses bien pires. Ce sentiment de malaise s'installe dans mon estomac comme une pierre. Je ne connais que trop bien Émilie. Ce n'était pas une conversation, c'était un avertissement, une menace enveloppée dans un gloussement mielleux. Et le pire, c'est que je n'ai pas eu à attendre bien longtemps pour comprendre ce qu'elle voulait dire. 2 jours plus tard, on sonne à ma porte. Je soupire, déjà épuisée, avant même de me lever du canapé. Je n'ai pas besoin de regarder pour savoir de qui il s'agit. J'ouvre la porte, et ils sont là. Mes parents. Encore une fois. Mais cette fois, ils ne se tiennent pas là, comme des victimes égarées et confuses. Non, cette fois, ils ont l'air confiants, presque arrogants, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignore. Je croise les bras. Non. Quoi que vous vous apprêtiez à dire,
La réponse est non. Ma mère pousse un soupir dramatique, portant la main à sa poitrine comme si je venais de lui tirer dessus. Tu entends comment tu nous parles? À tes propres parents? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Eve de Zezé Kezidmissi. Je ne mords pas à l'hameçon, tranché dans le vif. Pourquoi êtes-vous là? Mon père s'avance, les bras croisés. Nous avons parlé à Émilie. Évidemment, dis-je d'un ton monocorde. Et elle nous a tout dit, ajoute ma mère en secouant la tête avec déception. À quel point tu as été égoïste, comment tu as toujours eu de la rancœur envers nous, comment tu as tourné le dos à ta famille, juste parce que tu as enfin un peu d'argent dans les poches. Des enfants donnitu 14 de zematatakets, bizikes de zematataketager. Je ricane. Égoïste, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, de la part de 2 personnes, qui ont exigé que je finance leur retraite, tout en me traitant comme un citoyen de seconde zone, par rapport à Émilie. La mâchoire de mon père se contracte, il ne s'agit pas d'Émilie. Ah non, lui, coupé, je la parole, parce que vous n'avez pas exigé qu'elle s'occupe de vous. Vous ne lui avez pas hurlé dessus au sujet des obligations familiales. Elle vous a dit non, et vous l'avez bêtement accepté. Mais quand moi je dis non, soudain, je suis le pire fils de la terre. Ma mère secoue la tête. Elle a une vie différente, mon chéri, tu le sais bien. Elle n'est pas aussi stable que toi. Je ris, un vrai rire franc. Oh, tu veux dire parce que je suis responsable? Parce que je n'ai pas passé la trentaine à faire la fête ou à sauter d'un boulot à l'autre sans aucun projet? C'est ça ma récompense? Me retrouver coltinée avec vos problèmes pendant qu'elle vit sans le moindre stress? Mon père bougonne, tu es dramatique. Oh, c'est moi qui suis dramatique? Je secoue la tête, réprimant l'envie de leur claquer la porte au nez. Laissez-moi deviner. Émilie vous a dit que je vous devais tout, que j'étais cruelle, que j'étais en train de détruire notre famille? C'est ça? Ma mère hoche vigoureusement la tête, comme si je venais de prouver ses dires. Oui, exactement. Elle a dit qu'elle était horrifiée par la façon dont tu nous as traités. Elle a dit que tu devenais une personne amère, cupide, et que tu ne t'en rendais même pas compte. Je souris d'un air lent et glacial. C'est ça. Et laissez-moi deviner aussi. Elle ne pouvait pas non plus vous héberger elle-même, parce qu'elle n'est tout simplement pas dans une bonne période en ce moment, mais qu'elle aimerait tellement pouvoir vous aider. Mes parents s'échangent un regard, manifestement déstabilisés de me voir viser si juste. Je lâche un rire sec. Wow, elle s'est vraiment jouée de vous comme d'un violon, hein? Mon père fronce les sourcils. De quoi tu parles? Je parle du fait qu'Émilie vous a manipulé exactement comme elle le fait depuis toujours. Elle vous a balancé juste assez de fausses sympathies pour vous faire croire qu'elle s'intéresse à vous, tout en s'assurant que la responsabilité finale me retombe entièrement dessus. Ma mère croise les bras, mais je lis de l'hésitation dans ses yeux. Ce n'est pas vrai, elle. Ah vraiment? Alors dites-moi, après vous avoir dit à quel point j'étais horrible, qu'est-ce qu'elle vous a proposé concrètement de faire pour vous aider? Silence. Je hoche la tête. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mon père s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre la main. Ça ne change rien au fait que tu nous es redevable. On t'a élevé, nourri, on t'a logé, et maintenant qu'on a besoin de ton aide, tu veux nous abandonner. J'expire lentement en serrant les poings. D'accord, allons sur ce terrain-là. Oui, vous m'avez élevé. Vous avez fait le strict minimum que doit faire un parent. Mais vous avez aussi été extrêmement clair toute ma vie. Émilie était votre priorité absolue. Vous lui avez donné le meilleur de tout pendant que j'avais les restes. Vous avez excusé tout ce qu'elle faisait, peu importe à quel point c'était égoïste ou irresponsable. Et maintenant, vous êtes choqué que je n'éprouve pas envers vous la même loyauté qu'elle feint d'avoir? Ma mère siffle. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. M'emportez-je. Vous m'avez appris toute ma vie que je n'étais pas votre préféré, que mes besoins passaient en second, que j'avais moins d'importance qu'Émilie. Et maintenant, vous exigez que je prenne la responsabilité de vos vies pendant qu'elle vit sans aucun remords? Absolument pas. Vous avez fait votre lit, maintenant couchez-vous-y. Leurs visages se rembrunissent. J'ai touché une corde sensible. Mon père contracte la mâchoire. Tu le regretteras. Je souris d'un air acéré et glacial. Non, c'est vous qui le regretterez. Et je leur claque la porte au nez. Ils martèlent la porte, me hurlant dessus, mais je n'en ai cure. Je m'éloigne, le cœur battant à tout rompre, l'adrénaline au maximum. Mais soudain, les coups s'arrêtent, silence. Pendant une fraction de seconde, je pense qu'ils ont enfin abandonné, que peut être, juste peut être,
Ils ont réalisé que j'étais sérieux. Mais soudain, blâme. Je me retourne juste à temps pour voir la porte trembler dans son encadrement. Ils essaient de forcer le passage. La colère bouillonne en moi. Je marche vers la porte, l'ouvre d'un coup sec, et les foudroie du regard. Vous êtes complètement malade, m'écriai-je. Vous allez vraiment défoncer ma porte parce que je refuse de vous laisser vivre à mes crochets? Les yeux de ma mère sont sauvages, désespérés, nous n'avons nulle part d'autre où aller. Quel genre d'enfant abandonne ses parents de la sorte? Je brandis mon téléphone. Le genre, qui va appeler les flics, si vous ne débarrassez pas le plancher dans les 5 secondes. Mon père ricane d'un ton méprisant, tu n'oserais pas. Essaie pour voir. J'appuie sur le numéro d'urgence. Dis un mot de plus, et on verra bien. Leurs visages perdent instantanément toute leur couleur. Malgré toute leur arrogance, ils savent que je ne bluffe pas. Ma mère me fusille du regard, les larmes lui montant aux yeux. Tu es un monstre. Je hausse les épaules. Et vous, vous êtes en violation de domicile. Foutez le camp. Ils restent là à bouillir de rage, mais après quelques secondes de tension, ils finissent par tourner les talons et s'en aller d'un pas lourd. Ma mère sanglote de façon théâtrale, mon père marmonne dans sa barbe, et honnêtement, je m'en fiche complètement désormais. Je ferme la porte à double tour, cette fois pour de bon. Et juste comme ça, c'est fini. Plus de culpabilité. Plus de manipulation. Plus besoin d'être traité comme le plan de secours pendant qu'Émilie s'en sort blanche comme neige, libre de tout souci. Après ce jour, j'ai arrêté de répondre à leurs appels. Pas de SMS, pas de messages vocaux, juste le silence. Les semaines ont passé, et je n'ai plus eu de leurs nouvelles. J'aimerais dire que c'était un soulagement total, mais une part de moi ressentait toujours cette pointe de culpabilité familière, même si je savais au fond de moi que j'avais pris la bonne décision. Finalement, Émilie a essayé de m'appeler, mais je n'ai pas décroché. Toujours le même vieux baratin manipulateur, tu brises le cœur de papa et maman. Mais je ne marchais plus, je ne voulais plus continuer à jouer à ce jeu-là, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mes parents, et vous savez quoi, ça me va très bien.